Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le thème. De quoi s'agit-il? De situations précises, particulières, qui vous ont fait penser qu'effectivement, c'était pas de votre faute. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là psychiquement chez vous? Est-ce que c'est plutôt un mécanisme, une mécanique de victimisation? Ou est-ce que c'est une dissonance cognitive? On va définir tout ça parce que pour arriver à dissocier les deux, vous verrez, c'est super simple, vous verrez, c'est plus facile de comprendre tout ça une fois que tout ça a été bien défini. Soyons universitaires dans l'âme, comme je le dis toujours, il n'y a pas de bon travail sans que les termes du sujet soient parfaitement définis. Voilà, si c'est pas défini, c'est le bordel, et ça suscite des incompréhensions. On commence par quoi? On va commencer par la victimisation. Alors d'abord, ce sont deux termes, victimisation et dissonance cognitive. Vous savez très bien que ce ne sont pas deux phrases qui vont les résumer. Ce sont des concepts, des notions, des grosses notions, et ce n'est pas deux phrases qui vont venir les résumer, et encore moins les synthétiser. Donc il faut en dire un peu plus. Comment on pourrait la définir, la victimisation? Bon, en règle générale, c'est un apitoiement sur son sort, sur son propre sort. Apitoiement. Ça va pas. Ça va jamais. Et ça va jamais, non pas par ma faute. Je suis victime de personnes ou d'événements, ou de différents éléments, gravitant à l'extérieur de ma vie. Je suis victime de ça. Il y a des phrases comme ça, c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, j'ai jamais de chance. C'est à cause d'eux. Je l'aurais pas fait si. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Voilà, ça, c'est quelques phrases clés, en règle générale, des personnes qui sont dans la victimisation. La victimisation, c'est une organisation psychique. C'est un trouble psychique, c'est une caractéristique si vous allez par là, mais c'est surtout une organisation psychique. Beaucoup de gens ont ce trouble, présentent ce trouble psychologique. Beaucoup l'ignorent, pourtant ça paraît difficile de ne pas s'en rendre compte, mais beaucoup l'ignorent, et d'autres en sont beaucoup plus conscients, et d'autres en jouent d'ailleurs, bon. Autant d'organisations qu'il y a de personnes. Les pensées de la personne qui est dans la victimisation sont associées en règle générale d'émotions, qui génèrent du dépit, de ne pas croire en soi, sachant que la personne qui est dans la victimisation croit peu en elle. Et c'est bien le problème, c'est que ça entretient cette chaîne infernale de la victimisation. La victimisation, la personne cherche à retrouver des pensées ritualisées, toujours les mêmes, qui vont générer les mêmes émotions. Et c'est enfermant. Et la personne est complètement enfermée là-dedans. Toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes constats, toujours les mêmes émotions, et c'est le propre de l'enfermement. On sera toujours victime de quelque chose ou de quelqu'un, toujours. Toute la question, c'est quel constat on va faire, mais surtout comment on va rebondir. Comment on va se servir de cette situation, soit pour se victimiser, soit pour optimiser, c'est-à-dire l'inverse de la victimisation. Mais ça, c'est déjà un autre état d'esprit. La victime, le problème, c'est qu'elle se laisse dominer par les autres et par les événements, ou par les événements. Elle ne prend pas suffisamment sa vie en main, puisque la victime, homme, femme, peu importe, elle ne se sent pas capable de le faire. Il y a un gros problème de confiance. Donc elle compte sur les autres, sur les événements, ou sur les personnes. Et c'est là où le drame commence, parce que les événements ne se déroulent pas toujours, voire même rarement dans le sens de ce que l'on souhaite, et les personnes que l'on côtoie se comportent pas toujours comme on rêverait qu'elles se comportent, surtout dans la société actuelle, où effectivement on est un peu dans l'égocentrisme, le consumérisme, voilà, je t'ai utilisé, tu as fait ton temps, je te mets à la poubelle, comme je jette allègrement ce qui a dépassé la date de péremption, n'est-ce pas? Ces personnes-là, bien évidemment, attirent, façon de parler, ou ont une réactivité qui intéresse particulièrement les grands opportunistes. Voilà, ceux qui se disent, tiens, je vais pouvoir faire avec elle ou avec lui ce que bon me semble. Bien évidemment, je fais référence à tous les manipulateurs, les potentiels pervers narcissiques, on l'a dit, ne prenant pas suffisamment en main sa vie, sa problématique, la victime confie effectivement les rênes, ou en partie, à des personnes
et effectivement se retrouve victime de son propre système, non seulement victime de cette manière de confier finalement sa vie, les rênes de sa vie, les décisions de son existence, sa façon de fonctionner dans les mains de personnes qui, effectivement, ne sont pas toujours bienveillantes. Voilà. Il y a des gens formidables dans cette société, ça c'est sûr, mais il y en a peut-être un petit peu moins qu'effectivement tous ces gens un peu opportunistes qui vont essayer de tirer la quintessence d'une situation et qui, dès que vous ne représentez plus un certain nombre d'intérêts, peuvent être susceptibles de vous mettre de côté. Voilà. Ça, attention à ce genre de choses. Plus vous êtes victime, dans la victimisation, dans cette organisation psychologique, qui n'est pas infondée, qui a sa logique, bien évidemment, je recommande à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le discours que je tiens, effectivement, de consulter un professionnel de la santé et d'aller parler de ça dans un cabinet thérapeutique. C'est fondamental pour une raison d'abord très simple, c'est parler de ça, donner du sens à tout ça, comprendre cette mécanique-là, saisir cette mécanique-là, essayer de comprendre l'historicité de cette mécanique-là et de ses souffrances finalement psycho-affectives, parce qu'il y en a forcément, et puis tenter de trouver un certain nombre de manœuvres, dans le bon sens du terme, pour pouvoir essayer de sortir petit à petit de la victimisation, de cette organisation-là. Il doit y avoir d'autres modalités de fonctionnement et de pensée que de se sentir constamment et de manière récurrente victime. Très bien. Si on passait maintenant à la dissonance cognitive, j'en connais son auteur, c'est en 1957 que ça a été théorisé, si je puis dire, c'est Léon Festinger. Alors, j'ai jamais su si on le prononçait Festinger ou Festinger. Avec le prénom Léon, c'est peut-être Festinger, finalement. Donc ce monsieur Léon Festinger, ou Festinger, en 57, il amène une théorie intéressante. Voilà, c'est plutôt pour les cognitivistes, ça, fondamentalement. Ça veut dire que tout être humain, il a un parcours. Au nom de ce parcours, il a ce qu'on appelle des connaissances. Toute personne qui se respecte, qui a un parcours, elle a forcément des connaissances sur elle-même. Voilà. Elle agit en fonction d'un certain nombre de présupposés de base. Elle va avoir une vision des choses. Elle va avoir une conviction. Une personne. Voilà, toute personne. Voilà. Elles vont avoir, voilà, les personnes ont des convictions, des références, une opinion, des principes, des valeurs, bien évidemment, un fonctionnement propre, une vision de la vie et des relations humaines, avec des principes, des valeurs dont je vous ai parlé, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est la connaissance de soi. C'est des mécanismes qu'on va utiliser consciemment ou inconsciemment, Voilà, ce sont des mécanismes, c'est bien huilé. Voilà, tout ça, ça pourrait être ce qu'on appelle la cognition. Alors, la cognition, on peut lui donner une définition plus technique. Moi, je l'aime beaucoup. La cognition désigne l'ensemble des activités de par lesquelles toutes les informations du quotidien sont traitées par l'appareil psychique. Voilà, c'est la manière dont toutes les informations de votre quotidien sont traitées par l'appareil psychique. Comment il les reçoit, comment il les perçoit, comment il les traite, comment il les classe, l'appareil psychique, comment il sélectionne les choses, comment il fait du tri, comment il les organise, toutes ces informations-là, comment il les transforme un petit peu, comment il les arrondit, comment il les polisse. La cognition, ça désigne comment l'appareil psychique, la vie psychique, organise et construit des représentations de notre univers, de ce qui nous entoure, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de la réalité qui nous entoure, et cela produit ce qu'on appelle des connaissances, la connaissance de soi, qui effectivement renvoie à ce dont je vous parlais tout à l'heure, vos principes, votre opinion, votre vision des choses, votre positionnement, les règles de respect de vous-même et des autres, votre communication, ce qui se dit pas, votre morale. La cognition, ça inclut tout. Voilà, l'éducation, la genèse, l'historicité, le développement de la vie, l'apprentissage, la vision collective des choses, l'évolution des choses, tout. Ça inclut tout. Les processus cognitifs, historiques,
les situations particulières, les situations générales, ça inclut tout. Je ne peux pas être exhaustif, je l'ai été, il me semble. Les informations auxquelles nous sommes confrontés dans notre quotidien sont extrêmement nombreuses, permanentes, récurrentes. Donc, l'univers psychique, l'appareil psychique doit répondre à tout ça. Il doit trier tout ça. Il doit organiser tout ça. Il doit agencer tout ça pour qu'on puisse avancer. Et bon nombre de mécanismes psychologiques se font de manière inconsciente, plutôt inconsciente, par habitude, par réflexe, par mécanisme. Et on ne s'en rend pas compte. Vous n'imaginez pas le nombre de mécanismes psychiques que nous avons, qui effectivement sont là et que nous méconnaissons. Certaines informations émanent, sont endogènes, elles viennent de nos sens, elles viennent de nos ressentis, d'autres sont extérieures, d'autres sont plutôt intellectuelles, des connaissances, des souvenirs, de notre mémoire, d'autres sont véhiculées par le langage, on parle de quelque chose et puis tout d'un coup, association d'idées, tiens c'est freudien, association d'idées, on se met à penser à autre chose, on est pris par une émotion et ainsi de suite. Tout ça pourrait être résumé par ce qu'on appelle la cognition, l'organisation de l'appareil psychique de toutes ces informations-là. Et vous n'imaginez pas la source de gravitation qu'il y a dans une journée, voire même la nuit. Vous êtes en sommeil, mais votre vie psychique continue de fonctionner, d'où les rêves notamment. Mais à la limite, vous n'imaginez pas, ou vous commencez à imaginer la manière, la capacité de traitement, extraordinaire d'ailleurs, extraordinaire la capacité de traitement de tout ça, à la minute, dans les secondes, et ainsi de suite. Ça, c'était une définition, je n'ai jamais vu une définition aussi longue, mais il faut comprendre absolument ça, à quoi correspond la cognition. Si vous ne saisissez pas ce qu'est la cognition, je ne vois pas par quel miracle la dissonance cognitive va vous parler. C'est impossible. La dissonance cognitive ne peut vous parler qu'à partir du moment où vous avez compris les éléments fondamentaux de la cognition. Fondamentalement, résumer et définir la cognition comme je viens de prendre le temps de le faire, et à mon avis à juste titre, c'est toujours une forme de vulgarisation. Il y aurait tellement à en dire et on pourrait tellement le dire autrement. On pourrait tellement le dire autrement. Néanmoins, comme il faut être synthétique, ce que je ne suis pas du tout, ça c'est mon esprit analytique, on est bien d'accord, donc cette définition n'est pas parfaite. Néanmoins, tout en n'étant pas parfaite, elle me semble relativement bien éclaircir, aérer cette notion de la cognition. Bon, maintenant qu'on a vu ça, on peut effectivement se poser la question de ce qu'est une dissonance cognitive. Compte tenu de tout ce que je vous ai dit, parfois, souvent oui, mais c'est une question de gestion. La dissonance cognitive, c'est un problème de gestion. C'est un marqueur de gestion. S'il y a mauvaise gestion, il y a dissonance cognitive. Ça va pas. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même, ça va pas. Vous n'êtes pas en accord avec vos principes, vous n'êtes pas en accord avec votre morale, vous n'êtes pas en accord avec la vision que vous avez des choses, vous êtes en désaccord avec quelque chose qui vient se dérouler devant vous. Vous êtes en désaccord avec le comportement que vous avez pu avoir. C'est un conflit. C'est pas la dissonance cognitive qui est intéressante, c'est la cognition qui est intéressante. Et quand la cognition n'opère pas ou mal, effectivement, ça crée de la dissonance. Mais la racine, c'est pas la dissonance cognitive, c'est pas ça la racine. La racine, c'est la cognition. Et si la cognition, sa racine est affectée, effectivement, ça génère une dissonance cognitive. Vous saisissez ça? N'inversez pas le processus. C'est vrai que des fois, dans des raisonnements à contrario, on part d'un trouble pour arriver effectivement à remonter à la racine des choses. C'est même assez souvent. Mais là, en l'espèce et de manière théorique, on part de la base, on part souvent de la racine. En clinique, on fait souvent l'inverse, on part de ce que le patient nous dit pour essayer effectivement de saisir ce qui est derrière, ce qui est caché, ce qui n'est pas apparent. C'est quoi la dissonance cognitive? On poursuit. Vous êtes en désaccord avec vos principes. Il y a une contradiction entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce qui se passe, et votre système de valeurs. Vos habitudes cognitives. Il y a une dissonance. Il y a une dichotomie. Donc il y a un mal-être. C'est ça la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, elle va susciter un mécanisme ou des mécanismes pour tenter effectivement de s'apaiser.
C'est parce qu'il y a une dissonance cognitive qu'il va y avoir effectivement recherche d'aplanir, de solutionner, d'apaiser le conflit dans lequel vous êtes, le désaccord dans lequel vous êtes, la dissonance dans laquelle vous êtes, la dichotomie dans laquelle vous êtes, la disparité, l'énorme disparité entre ce qui se passe, que vous ressentez, et votre système de valeurs. Il y a un trop grand éloignement entre votre système de valeurs et ce que vous ressentez là à ce moment-là. Vous êtes mal, et ce mal-être, il s'explique bien évidemment, là on est sur un terrain plutôt cognitiviste, bien évidemment, il y a une dualité entre deux caractéristiques, entre l'émotion peut-être et la raison, souvent, hein, vous pouvez, effectivement, vous avez agi de telle manière, mais l'émotion aurait fait que vous auriez agi normalement d'une autre manière, ou vous avez agi pour telle ou telle raison, mais finalement, vous auriez rêvé de ne pas agir de telle ou telle manière, vous avez été impulsif, ainsi de suite, ça peut avoir plusieurs mots, mais bon, la dissonance cognitive, qu'on a expliquée, elle va chercher à trouver un terrain d'apaisement, de juste résolution, d'apaisement, de rationalisation. Le problème, c'est que la rationalisation n'est pas toujours possible. Rationaliser, c'est effectivement donner peut-être moins d'importance à ce qui s'est passé, à l'émotion que vous ressentez, à l'action qui est accomplie, et j'en passe, et des meilleurs. La dissonance cognitive, c'est comment l'être humain va tenter de résoudre l'état de tension dans lequel il est. Il va tenter, il va rationaliser, il va s'expliquer à lui-même, il va tenter de sortir, il va tenter de trouver une issue au conflit dans lequel il est entre sa pensée et son action. Il y a un désaccord, il y a un gros conflit, et ce gros conflit doit trouver une résultante. L'être humain doit retrouver une certaine homéostasie, il ne peut pas rester dans l'état dans lequel il est. C'est trop inconfortable. Donc il va chercher une posture, une réflexion, qui effectivement va lui permettre de s'apaiser, de gérer au mieux ce conflit. Et toute la vidéo repose là-dessus, parce que notamment, parfois, en tentant de s'expliquer le pourquoi du comment de cette dissonance entre son action et sa pensée, sa mécanique de pensée habituelle, classique, cohérente, et le conflit que c'est venu générer, hein, je synthétise, parce que vous pensez bien que sinon c'est une vidéo de 7h78, ce qui nous fait 8h18. Hein. Donc, le truc, et je peux pas faire ça, et c'est bien dommage d'ailleurs, ça m'éclaterait de faire 8h78 genre marathon quoi. Ce qu'il faut absolument arriver à comprendre là-dedans, c'est que la personne qui souffre, qui est dans le mal-être, qui est dans la dissonance cognitive, monsieur et madame tout le monde, qui n'est pas dans la victimisation, qui n'est pas que dans la victimisation, elle va chercher, quand elle va réfléchir, à justifier l'acte qu'elle a mis en place, à se justifier le pourquoi du comment, voire auprès des autres. Elle va chercher, passer son temps à justifier le pourquoi du comment des choses. La personne qui est dans la victimisation ne va pas justifier les choses, elle va simplement constater. État de fait, je suis victime du comportement des autres, ou j'ai pas de chance, ou tel ceci, ou tel cela. Il n'y a pas de justification. Il y a un constat abrupt qui effectivement alimente, réalimente, entretient, renforce la chaîne de victimisation. Je suis bien de source avérée, victime des éléments extérieurs, de telle situation, du comportement des personnes, et ainsi de suite. Elle n'est pas dans la justification, elle est dans le constat. La personne qui est dans la dissonance cognitive, mais qui n'est pas dans la victimisation, d'accord, elle va tenter de trouver des voies de résolution de sa problématique, mais elle va surtout chercher, dans sa réflexion, à comprendre bien évidemment et à justifier le pourquoi du comment, de ce qu'elle ressent, de la dichotomie dans laquelle elle est par rapport à son système de valeurs, que le comportement de l'autre a été totalement inacceptable, voilà, elle va chercher à le justifier. Que ce qu'elle a fait ou pas fait, le regret que ça a généré, elle va chercher à le justifier. Au point de se retrouver, on l'a dit, en mode victimesque façon de parler, j'y suis pour rien, mais c'est lui ou c'est elle qui a fait ça, après tout si j'ai réagi comme ci ou comme ça, il l'a bien cherché, elle l'a bien cherché, la personne qui tente de s'apaiser de cette manière-là, mais qui justifie le pourquoi du comment, elle a agi de telle ou telle manière, elle justifie le pourquoi, elle a besoin de comprendre pourquoi elle a agi de telle ou telle manière. Ça rationalise un peu, d'une certaine manière, ça justifie, ça explique. C'est pas hasardeux.
Voilà, ça se justifie, ça s'explique. Et ça rassure bon nombre de personnes qui vont dire, bon, ça va, c'est peut-être pour lutter effectivement sur le fait que, bah, ça va, dis-moi que ce que j'ai fait n'est pas si mal que ça, voilà. J'ai pas mal de patients d'ailleurs qui viennent me voir, des fois qui m'exposent une situation et qui me demandent mon avis pour savoir si effectivement ce qu'ils ont fait c'était bien ou pas bien. Ça arrive souvent, hein, l'être humain, il a besoin de ça, d'avoir un référent, des fois. Alors des fois, il n'y en a pas de référent, alors t'es avec toi-même, voilà. Mais en tout cas, pour dire, la personne qui est dans la dissonance cognitive et qui passera par des versants des fois de se dire mais ok j'ai réagi comme ça mais c'est pas de ma faute, c'est pas de mon fait, moi je le voulais pas, c'est l'autre qui m'a obligé à, donc il y a un versant de victimisation, hein, c'est pour ça que je fais le lien entre les deux, effectivement c'est transitoire et c'est plus pour justifier quelque chose. La personne qui est dans la victimisation, elle va pas chercher à justifier, elle va simplement, façon de parler, c'est synthétique les amis, pour qu'on se comprenne, elle va simplement chercher à faire un constat qui est toujours le même et qui la renforce, qui renforce effectivement les éléments de victimisation. N'oubliez pas que la victimisation, c'est aussi, il y a un enjeu, c'est une posture qui permet d'obtenir quelques subsides relationnels, c'est-à-dire effectivement des gens qui sont plutôt voilà, bienveillants, empathiques, de susciter un peu d'empathie. Se plaindre suscite plus d'empathie que de dire je me démerde tout seul, ça suscite pas d'empathie, ça, voilà. Mais néanmoins, parfois, pour sortir de la dissonance cognitive, dans certaines situations, la personne est tout à fait capable d'avoir le même discours, toute la vidéo repose là-dessus, le même discours que la personne qui est dans la victimisation. Je suis mal, j'ai pas demandé à être mal, c'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien, c'est l'autre qui a fait ci, c'est l'autre qui m'a foutu dans la merde, c'est lui, c'est elle qui m'a foutu dans la merde, j'ai pas aimé la manière dont il ou elle m'a traité, et ainsi de suite. Le même discours que celui de la victimisation. La grande différence entre les deux, c'est que la dissonance cognitive va essayer, en fonction des situations, de trouver le meilleur système pour vous apaiser. Soit rationaliser, soit vous apaiser. Peu importe la manière, façon de parler. Dans du politiquement correct, hein, on est bien d'accord. Hein, pas des attitudes malhonnêtes, manipulatrices, perverses, et ainsi de suite. Non, non. Honnête. Une rationalisation ou des actes qui vont vous apaiser. Dans l'idée. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça prétend à marcher. Eh bien, parfois, je dis bien parfois, certaines postures pourraient être un tantinet victimesque ou victimaire, comme on dit. Mais ce n'est que parfois. Parce que y a, hein, dans votre carquois, il y a plein de flèches. Hein, il y a plein de possibilités. Sur votre palette de peinture et de couleurs, il y a plein de couleurs. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et vous allez savamment utiliser tout ça. Et c'est bon signe. Qu'il y ait une dissonance cognitive, c'est normal, c'est monsieur et madame tout le monde. Tout va bien. Mais à la limite, qu'est-ce que vous allez trouver comme résolution ? Eh bien, vous verrez que les résolutions de celui qui est dans la dissonance cognitive et qui est relativement bien dans sa vie, pas trop mal dans sa vie, avec les emmerdements du quotidien, comme monsieur et madame tout le monde, il va effectivement se servir de cette palette de couleurs différentes pour effectivement trouver une gestion différente. Une gestion apaisante, bien sûr, mais effectivement, à chaque fois, des choses différentes. Ah, souvent un peu les mêmes, bien sûr, ça pourrait se résumer, mais souvent des éléments différents, des caractéristiques différentes. Alors que la victime, elle ne va avoir que pour seul principe et processus de se victimiser. Exclusivement et de tenir le discours, certes, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, ça n'arrive qu'à moi, et ainsi de suite, mais ce discours, elle l'avait déjà la veille, l'avant-veille, et ainsi de suite. Alors que la personne qui est dans la tentative de dissonance cognitive et tentative de résolution de cette dissonance cognitive, d'apaisement de cette dissonance cognitive, elle va effectivement, parfois, se victimiser, ce n'est que parfois, pour ne pas dire rarement. Et effectivement, on tirera des conclusions et ne remettra plus son sort dans les bras. Voilà, telle nana s'est comportée comme ça avec moi parce que je l'ai laissé faire, parce que j'étais amoureux, parce que j'ai pas su me positionner, tel mec m'a fait ci, tel mec m'a fait ça, je vais apprendre, je vais comprendre, je vais faire attention la fois d'après, et ainsi de suite. C'est pas qu'elle n'est pas affectée, les deux seraient affectés. Celui qui va tenter de trouver des solutions momentanées en passant par un petit couloir de victimisation, effectivement, et celui qui est dans la victimisation, mais néanmoins, un n'a qu'une seule voie, effectivement une seule issue, et l'autre va avoir un
panel, et de temps en temps, il va passer par un petit couloir ou une petite pièce qui s'appelle la victimisation. C'est une image, c'est une métaphore, les amis. Vous comprenez très très bien tout ça. Là voilà la grande, l'immensissime différence entre les deux. Voilà, la victimisation, c'est une posture unique. C'est un système qui tourne en boucle, qui est enfermé sur lui-même. Alors qu'effectivement, la dissonance cognitive peut effectivement générer des multiples possibilités de sortir du trouble et de la difficulté dans laquelle on est, le désaccord dans lequel on est à un moment ou à un autre de son existence. Voilà, je voulais insister là-dessus, sur cette notion de justification, d'explication. Il faut que ça ait du sens. C'est pas possible que j'ai agi de telle manière sans que ça ait du sens. Ça veut dire quelque chose, ça signifie forcément quelque chose. Alors que la victimisation n'est pas forcément dans cette quête de sens, de justification et d'explication. On est dans un constat abrupt, utile, puisqu'il permet, il enclenche, il renforce la mécanique, les mécanismes de la victimisation. Donc la différence, elle est assez importante. Même si parfois, la frontière pourrait être très ténue, elles finissent après par s'écarter relativement aisément. Si la dissonance cognitive finit par faire en sorte que vous êtes toujours victime, attention, vous allez changer de catégorie. Vous allez effectivement vous retrouver dans la victimisation permanente. C'est-à-dire, c'est vraiment le seul axe que vous utiliserez pour effectivement répondre et trouver par rapport au mal-être dans lequel vous êtes. Attention à ça. Mais si ce n'est que momentané, si ce n'est que de temps en temps, dans certaines situations, si c'est circonstancié, effectivement, ça se tient, ça a du sens. Vous ne basculez pas dans la catégorie de ceux qui ont une organisation victimaire, de victimisation. C'est pas parce qu'on retrouve un Roland, une phrase, une pensée de victimisation que vous êtes dans la victimisation. Surtout si c'est de temps en temps. Casuistique. J'ai pris un plaisir immense à vous parler de tout ça. On se retrouve très prochainement, probablement la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous. Je ferai une vidéo un jour là-dessus. Un abonné m'a dit « Ça veut dire quoi, prenez grand soin de vous ?» C'est assez génial comme retour. Donc merci à lui. Merci à vous pour votre écoute attentive. J'espère vous avoir intéressé. À très bientôt, chers amis.